Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Zone Franche. Ce dimanche matin, nous allons non seulement décrypter l'actualité brûlante au Bénin, mais aussi prendre le pouls de la République à l'aube d'une séquence électorale majeure. Le pays vient de traverser, vous le savez, une étape institutionnelle cruciale avec la révision de la Constitution. C'était le 15 novembre 2025, immédiatement suivi d'une tournée gouvernementale d'explication. Ces mouvements de fond posent inévitablement la question de la stabilité des institutions, de la démocratie et de la préparation des acteurs politiques pour des élections communales et législatives à venir. Pour éclairer ces zones d'ombre, analyser la portée réelle du bilan du président Talon, notamment sur la transformation des mentalités, l'état d'esprit des Béninois et décoder les stratégies en cours. Nous accueillons un observateur avisé, un acteur engagé et un fin connaisseur des tests, Maître Bastien Salami, acteur politique, membre du parti Bloc républicain et ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Maître Salami, bonjour. Bonjour, monsieur Aounou. Merci d'accepter notre invitation dans Zone Franche. Pour y aller ce dimanche matin, eh bien, je suis avec mon collègue Éric Guédénon. Éric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud, Maître Bastien Salami, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Je vous en prie, nous allons pouvoir faire ce pourquoi la République nous appelle. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Vous avez suivi ce débat à l'Assemblée nationale, ce débat qui a porté sur la révision de notre loi fondamentale. Avant de rentrer dans les détails, vous qui êtes praticien du droit, pensez-vous que les députés ont posé une date qui respecte notre législation? Merci beaucoup. Il n'y a pas de doute, monsieur Guédénon, que les honorables députés de la 9e législature ont respecté la loi. Ils n'ont pas fait que ça. Les députés de la 9e législature ont beaucoup plus vénéré. Ils ont vénéré les constituants de 1990. Pourquoi? Ce qui s'est passé le 15 novembre dernier n'est ni plus ni moins la confirmation, le relèvement, l'ajout d'un des puzzles qui manquait à la Constitution de 1990. Je m'explique. En 1990, nous sortions d'une situation, je vais dire, dramatique pour le peuple béninois. Le pays était exsangue économiquement. La conjoncture internationale était telle que le régime du marxisme-léninisme devait connaître sa fin. Parce que ce fut une expérience finalement malheureuse pour tous les Béninois. Et la conférence nationale a permis de réconcilier tous les Béninois, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Cette situation a permis la cohésion sociale, d'accord, l'unité nationale. Je voudrais quand même faire une démarcation entre la conférence nationale et la Constitution. Même si c'est à l'issue de cette conférence qu'une aube nouvelle a été chantée. La conférence nationale a mis fin à une situation que nous a imposé un groupe d'intellectuels qui pensaient que les militaires pouvaient gérer autrement le pays. Face à ce fiasco, le président d'alors n'avait guère le choix que de céder à toutes les sollicitations. C'est ainsi que cette conférence a eu lieu. Après cette conférence, on a demandé à des intellectuels libéraux de faire appel à leur savoir-faire en matière de constitution. C'est ainsi que le professeur Aronzo et Dossou Robert, le professeur Olo et d'autres constitutionnalistes ont eu pour mission de proposer une constitution pour le pays. Cela a été fait et soumis à la sensibilisation de la population. À l'épreuve du temps, cette constitution, telle qu'elle devait sortir des entrailles de nos vénérés constituants, a connu quelques
quelques entorses. Entre autres, nous avons reçu comme, comment dirais-je, compte rendu que l'institution qui est à Porto Novo, là, le médiateur devait être institué. Mais cela n'a pas été fait. Nous avons reçu le compte rendu comme quoi un Sénat devait être institué. Ça n'a pas été fait. OK. Aujourd'hui, chemin faisant, l'institution, le médiateur de la République a été institué par une loi. Manque alors la seconde chambre du Parlement. D'accord? Puisque nous avons l'Assemblée nationale qui est ce qu'on appelle la chambre basse. On ne l'a pas fait parce qu'à l'époque, les priorités étaient ailleurs. C'était de sortir de cette situation, en tout cas, qu'une assemblée libérale allait dans la démocratie telle que cela avait été fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, 35 ans, les députés de la 9e législature ont voulu remettre le cube qui manque pour que la nationale tienne. C'est ce qui a été fait. Maintenant, pour répondre à votre question, vous voulez savoir si ce qui a été fait par les députés après cette mise en place effectuée est légal. Bien entendu, c'est légal. Parce que la Constitution que nous a léguée, les Constitutions de 1990, a prévu comment est-ce qu'on peut toucher à la Constitution. Et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle nous a montré les limites de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire le bloc de constitutionnalité, les choses qu'on ne peut pas toucher pour ne pas ébranler l'attelage constitutionnel. La première étape, la première formule que la Constitution propose, c'est de pouvoir, au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque les conditions sont réunies, les conditions de 4/5e sont réunies, que lorsque la recevabilité a été admise, que l'on puisse voter la révision. Cela a été fait. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, si l'Assemblée n'avait pas eu la possibilité de faire la révision, celui qui porte la révision, en l'occurrence c'est une proposition, c'est les députés eux-mêmes, ils avaient la possibilité de recourir à la population nationale, par élection, le référendum. Par référendum, on peut interroger le peuple, dit voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que nous proposons. C'est la première formule qui a été choisie et ça a réussi. À partir de ce moment-là, même la question de savoir si c'est légal, c'est pour informer le public. Sinon, vous ne devriez même pas me poser cette question. Puisque je ne vois pas comment une assemblée de cette envergure, après 35 ans, puisse modifier notre constitution en violant la loi. Ce n'a pas été le cas. Donc, la légalité est respectée. C'est établi. Alors, vous avez évoqué tantôt qu'en 90, on n'avait pas les mêmes priorités. Alors, qu'est-ce qui a changé pour autant aujourd'hui pour qu'on sent le besoin d'instaurer, par exemple, le Sénat? Bien. Primo, je vais vous dire, en 1990, la population du Bénin n'atteignait pas cette proportion. On avait estimé qu'à l'époque, les priorités du moment nous emmenaient à faire des économies d'envergure, n'est-ce pas? Et que la population du Bénin ne veut pas nous donner la possibilité d'avoir le nombre de personnes qu'il faut en matière de talent, en matière de compétences et disponibilité des élections et tout ça. On a dit, bon, contentons-nous d'abord, contentons-nous de mettre en place une Assemblée nationale et, chemin faisant, nous aviserons. Donc, aujourd'hui, c'est possible de le faire et on va le faire. Vous savez pourquoi on va le faire? On doit le faire aujourd'hui parce que le Bénin est toujours unique dans le monde. Le Bénin est un pays qui étonnera. Vous savez, si on doit s'accrocher à la sémantique qui est communément admise à dire que le Sénat, c'est la seconde chambre, d'accord, du Parlement, qui est au-dessus de l'Assemblée nationale et qui est composée d'une petite minorité d'élites et les représentants venant des collectivités et de quelques corps professionnels. Si on devrait faire cela, c'est que le Bénin va faire l'épreuve de la doublure. Je m'explique. Le Conseil économique social a été modifié.
Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Absolument. Qu'aujourd'hui, nous avons un conseil constitutionnel qui a 2 niveaux. Il y a le bureau national, composé de 3 personnes, d'accord, et le conseil départemental. Les conseils départementaux, ayant à la tête des coordonnateurs, jouent un rôle formidable. Je vais vous emmener à aller faire un tour sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. Le rôle que jouent les coordonnateurs et les démembrements du Conseil économique et social dans les départements, aujourd'hui, n'est plus ni moins ce qu'on attendait des sénateurs qui viendraient de la base pour composer le Sénat. Si nous devrions respecter ou nous aligner ou copier ou plagier ce qui se fait ailleurs, nous aurions un Sénat qui ne servirait à rien, qui serait en même temps en train de faire la même chose que le Conseil économique sur ce point-là. Vous pensez que c'est parce que nous avons déjà un dispositif du côté du CES qui joue convenablement ce rôle qu'on n'a pas intégré cela au niveau du format du Sénat qui a été défini? Je dis, ça ferait double emploi. Ça ferait double emploi, de mon point de vue. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi qu'on vote au Bénin. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi qu'on vote en présence des membres du Conseil économique et social. Ils assistent aux commissions, ils assistent à la débat. Il y a toujours des points focaux du Conseil économique à cet endroit-là. Et ceux-là proviennent des départements. Je trouve que l'originalité de notre Sénat à nous, qui nous ressemble à un Sénat qui non seulement est venu régler une situation que nous avons vécue autant, qui vous souviennent, au temps du président Yahi Boni. Moi, je me souviens que Yahi Boni, dans ce pays, avait eu à dire que ce que ses adversaires politiques n'arrivaient pas à obtenir par les unes, qu'ils cherchent à l'obtenir. La vidéo est passée en effet. Par la rue, n'est-ce pas, ou dans la rue. Et ça l'avait irrité. Ça l'avait irrité. Vous savez pourquoi? C'est parce que le point essentiel de cette révision est touché. Le point essentiel de cette révision c'est-à-dire ce qui justifie à ne plus en douter, la révision telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est cette stabilité-là qu'il recherchait, qu'il n'avait pas. Et cette stabilité que nous avons recherchée pendant les 2 mandats du président Patrice Talon, c'est-à-dire savoir les politiques. Les politiques confondent tout. Lorsqu'un président est élu et que sur la base d'un programme, il est de bon ton de laisser ce président développer son programme. Il ne faudrait pas que tous les matins, chaque action que pose ce gouvernement fasse l'objet de freins, de handicaps, de chantage. C'est en cela que la révision qui est intervenue aujourd'hui, là, mes chers amis, cette révision répond à moi. Ce qui m'intéresse le plus fort intérieur, c'est la trêve politique, qui est mal perçue. Est-ce que vous pensez que cette trêve que nous devons observer n'est pas de nature à laisser libre cours au gouvernement élu de développer et de faire passer ces réformes? Comment réellement mettre l'activité politique constituait un frein à l'exécution du programme d'un candidat ou d'un président qui est élu? Je vous remercie. L'activité politique ne saurait jamais être un frein. L'activité politique ne saurait jamais être un frein. Mais l'abus de tout constitue un danger pour nous. L'abus de tout. Vous savez, si je dis cela, je me colle à cette disposition de la Constitution qui dit les partis politiques animent la vie politique. Les lois électorales, le code électoral, les lois la loi sur le système partisan, tout cet attelage-là reconnaît aux partis politiques comment dirais-je, le droit, j'allais dire l'impérieuse nécessité de concourir à l'animation de la vie politique. Donc, si la trêve s'entend s'opposer à l'animation de la vie politique, c'est autre chose. Mais la trêve, c'est le gentleman agreement que nous avons accepté pour dire désormais plus jamais ça. Lorsqu'un président est élu, il faut laisser développer son action.
Et je ne voudrais pas qu'on fasse une confusion non plus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a coutume d'assimiler la critique, ok, à la question qui nous intéresse. Au contraire, la critique est heureuse. La critique permet de bien faire. Ce qu'on ne veut pas accepter lors de la trêve, qui pour moi est aujourd'hui la meilleure innovation de ce que je trouve dans cette révision-là. Tout à l'heure, j'avais dit que les députés de l'Assemblée nationale ont révélé, d'accord, ce que nos vénérables maîtres constituants ont fait en 1990. Faisant cela, ils n'ont fait que conforter ce qui existait, n'est-ce pas? En revanche, ce qui paraît, à mon point de vue, une innovation, c'est cette trêve-là, qu'il ne faut pas confondre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'amalgame où on ne donne pas la main droite, on ne reprend pas la main gauche, par exemple, lorsque vous dites que le système partisan, la charte des partis politiques, ça donne le droit aux partis politiques, aux acteurs politiques d'animer la vie politique. Et en même temps, vous parlez on parle de trêve. Finalement, où est-ce qu'on se situe? On se situe, peut-être que j'ai un problème de compréhension. Et c'est actuellement le problème que beaucoup de la lois confusion. pour comprendre ce qui Je suis venu pour ça, justement. justifie vraiment. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est cette innovation qui m'intéresse. Qu'on ait respecté la loi en faisant la révision, qu'on ait voulu parler de l'opportunité ou de l'inopportunité, relève tout de la littérature pour moi. En revanche, au-delà du fait que les députés de la 9e mandature ont réaffirmé ce que les pères fondateurs avaient fait en 90, le fait d'avoir créé le Sénat, renforce ce qui avait été fait. D'accord? Corrobore même la vision qui est celle des constituants. Et je dis, l'innovation, plutôt que de voir ça comme, je veux parler de la trêve, l'innovation qui constitue la trêve, plutôt que de voir cela comme antinomique à ce que les partis politiques ont de l'essentiel, c'est-à-dire animer la vie politique. Animer la vie politique, c'est quoi? Former les militants, n'est-ce pas? Concourir à la redynamisation de l'action politique, n'est-ce pas? Faire des propositions, des contre-propositions. Vous animez la vie politique ainsi. Lorsque ça ne va pas, je trouve que ce n'est pas bien fait. Parce que si l'on procède ainsi, on gagnerait en qualité et en durabilité. Et relève les insuffisances, n'est-ce pas? Si vous attendez. Oui, si vous ne relevez pas les insuffisances, vous ne pouvez pas faire des propositions. Ce sont l'équilibre des deux mamelles. On est d'accord. Voilà, ok. Alors, donc, c'est lorsque on se retrouve du côté, par exemple, lorsqu'on se retrouve à être opposant, qu'on se rend compte que, écoutez, il faut relever ce que fait l'autre qui n'est pas bien et tout. Mais quand on est du côté de la mouvance, ça gêne. Ce que l'on dit de l'autre côté, ça dérange. Pourquoi c'est ainsi? La démocratie, comme la vie, est une construction successive. La démocratie est une construction successive. Nous sommes venus ce matin pour célébrer la démocratie. Nous sommes venus ce matin pour célébrer les acteurs de la révision du 15 novembre dernier. En ce sens que l'architecture qui est la nôtre depuis 1990 est en train d'évoluer. Mais je peux vous dire que cette évolution ne s'arrêtera pas. Il y aura d'autres révisions. Vous savez pourquoi? Ah oui, vous êtes dans le secret des dieux. C'est pas que non, écoutez, on participe. Nous sommes en train de participer, n'est-ce pas, à l'enrichissement de notre constitution. Je dis cela, vous savez pourquoi? Lorsque la constitution a été votée en 1990, on a pensé qu'à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, vous avez des chambres. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, on ne peut plus continuer à conseiller la chambre, la Cour suprême comme conseiller, enfin, le président de la Cour suprême comme conseiller du chef de l'État. Vous savez pourquoi? Parce que
la Cour suprême telle qu'elle est qu'elle se présente aujourd'hui, l'organigramme, vous avez la chambre judiciaire, vous avez la chambre administrative. Or, il se trouve que c'est la chambre administrative de la Cour suprême, des cours de cassation en général, qui s'occupe du droit public. Le droit administratif, tout ce qui est constitution, tout ce qui est l'urbanisme, ok, tout ce qui peut concourir à aider le chef de l'État à mieux faire. Je veux dire que bientôt, nous allons remarquer le vide qu'il y a à ne pas avoir un Conseil d'État. Et si on doit mettre en place un Conseil d'État, inéluctablement, on doit toucher à la Constitution. Si la réflexion se poursuit et que au lendemain de cette révision, si la nouvelle équipe s'installe, la 10e mandature ou la 11e, je ne sais pas quand, et qu'on va évoquer la question, vous allez entendre dire mais pourquoi est-ce qu'on veut réviser la Constitution maintenant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Il n'y a jamais eu de temps opportun pour faire la révision de la Constitution. Or, nous rendons compte aujourd'hui que si cette révision n'avait pas eu lieu, aujourd'hui, quand le nouveau président va venir, on va lui dire qu'il a des intentions. Maître Bastien Salami, vous avez célébré la trêve comme l'expression d'un génie, en tout cas pour les députés. Vous avez estimé que c'était une très belle innovation, vous le pensez. Mais regardons autour de nous, même dans les pays les plus connus en matière de stabilité démocratique, on voit comment la vie politique est animée. Il y a de la contradiction, des rivalités politiques, ça donne lieu à des frustrations en France, aux États-Unis, un peu partout. Pourquoi au Bénin on veut penser que quand un chef d'État est élu, on ne peut pas, je dirais, comment on dit, animer la vie politique dans le sens où nous l'avions fait de 90 jusqu'à la date d'aujourd'hui? Se tromper est humain. Mais persister dans l'erreur est diabolique. Nous avons fait l'expérience, comme vous venez de le dire. Et cela nous a toujours assuré de transition de régime à régime, de régime à régime. Non. Est-ce que le vivre ensemble a un problème? Le vivre ensemble n'a pas un problème aujourd'hui. Le seul problème que nous avons, c'est que nous avons tout misé sur les droits humains. Nous avons tout misé que sur ça. Et je me souviens, dans une émission présidentielle, il y a 1 an à peu près, je vous disais que cela ne suffit pas. Qu'il faut aussi aller au développement économique, puisqu'on ne partage pas la misère. Ok? Mais le Bénin a tellement de défis à relever. Et nous sommes en train, bon an, mal an, vous vous rendez compte dans quel pays on est? Je vais vous faire une démonstration. Voyez-vous, lorsqu'au Gabon, nos compatriotes avaient des problèmes avec les autres et tout ça, vous vous souvenez qu'il a fallu qu'un activiste béninois brandisse sur la toile les réalisations dans les marchés. Les nouvelles constructions qu'on a effectuées dans les marchés du Bénin. Vous dites, mais écoutez, pourquoi vous égosiez? Vous pensez que nous venons d'un arbre? Le Bénin, regardez ce qu'on a réalisé comme des marchés là-bas. C'est les Béninois qui sont dedans. Et les Gabonais au Bénin vont aller dans ce marché-là. Qu'est-ce que vous avez construit comme marché qui vous donne tant de... Vous savez, on ne peut pas se contenter de dire que animer la vie politique, mais il faut mettre un contenu dedans. Et j'ai mis un contenu. Animer la vie politique, c'est faire tout ce qu'on doit faire en tant que parti politique. C'est normal. Mais sinon, les partis politiques n'existeraient plus. Cela voudrait dire quoi? Même, vous avez dit à l'instant qu'il y a, dans la majorité, il y a même des gens qui n'acceptent pas la contradiction. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'institution qui n'aime pas la contradiction. C'est l'être humain qui est comme ça. Et lorsque vous n'avez pas d'argument, à présenter en face d'une critique, c'est un autre problème. Il ne s'agit pas de critique. Personne ne peut empêcher. Non, moi je ne me porte garant, de toute façon. Je suis défenseur des droits humains. Je porte garant, même si l'ordre peut me faire des récriminations pour dire que je fais des consultations gratuites. Moi, lorsque des gens se retrouvent dans ces conditions-là et qui vont cesser de l'assistance juridique, moi je le ferai. Alors, maître, quand nous voyons les 10 ans passés à la tête de l'État par Patrice Talon, il a réussi à faire beaucoup de choses. Pendant son mandat, nous avons vu l'opposition radicale développée par le parti Les Démocrates. Nous avons vu bien d'autres opposants qui l'ont critiqué. Mais cela lui a permis, il disait au départ,
qu'il va être en tout cas combattu, il ne sera pas aimé, mais au finish qu'on va applaudir, il fera le boulot. Il l'a fait. Ça veut dire que l'architecture que nous avons en place, tout ce que nous avons mis en place avant son arrivée, il a expérimenté et ça a marché. Pourtant, il a atteint des résultats. Les routes, les marchés, les infrastructures, l'école, l'eau et tout ça, il a atteint ces résultats. Ça veut dire que, véritablement, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Je suis très content que cela vienne de vous, que le chef de l'État a atteint ses résultats, aussi bien sur le plan social, sur le plan économique que sur le plan politique, malgré l'existence d'une opposition qui est farouche, qui marche. D'accord. Mais cette opposition n'a pas fait que du bien. On n'interdit pas une opposition. On n'interdit pas les manifestations. Mais prenez l'exemple. Lorsque, par exemple, nous avons, après avoir mis en place le centre de Glodjibé, la zone industrielle cette zone qui, lorsque dans les années 2019, nous cherchions à avoir de l'espace pour réaliser cet ouvrage-là, et qu'il y avait des résistances et machin et tout ça, nous sommes portés pour dire aux familles que la République leur reconnaîtra ça. Et la République leur vaut toujours ça. N'est-ce pas? Mais c'est des milliards qui ont été investis aujourd'hui à Glodjibé, et qui fait la fierté de toute l'Afrique, la région. Vous savez, le Bénin est observé par la région. Sur le plan régional, le Bénin est suivi de très près. Maintenant, dans le monde entier, on cherche à investir à Cotonou, au Bénin. Qu'on arrive, qu'on implante des usines pour pouvoir transformer nos matières premières. N'est-ce pas? Or, nous leur avons promis qu'il y aura du coton à foison, de l'arachide, noix d'anacade, n'est-ce pas, du soja, tout ce que on produit ici. Il ne sert plus à rien de transporter les matières premières, mais qu'on peut les transformer sur place. Et sur cette confiance que les investisseurs ont vis-à-vis de l'État du Bénin, les investissements ont été effectués. Maintenant, quid maintenant de la matière première? Il n'y a pas sécheresse comme en Égypte à l'époque. On a dit 7 ans, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas absence de production locale. Mais ces industries manquent de matières premières parce que le Bénin n'a pas pris cette responsabilité pour que la production soit mise à leur disposition. Mais ce n'est pas tout ça là. Le Bénin a pris toutes les dispositions pour que la production soit mise à leur disposition. Mais il y a toujours des malins qui cherchent à sortir à travers les filets pour exporter ces matières premières-là. Le Bénin dit non. Nous avons des usines qui vont transformer. Et si ces usines-là travaillent, ce sont vos enfants qui vont avoir du travail. Pour cela, il vaut mieux vendre localement pour que ces usines se parlent. Mais si l'animation de la vie politique, ça se résume à ceci. Nous sommes opposants, on n'est pas d'accord. Lorsque les producteurs font leur moisson, ils peuvent vendre partout où ils veulent dans le monde entier. Mais, finalement, si c'est ça l'animation de la vie politique, est-ce que vous êtes d'accord de vous à moi? Vous n'êtes pas d'accord. Vous venez de donner... Vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est légion. Je suis d'accord. C'est légion. Alors, ça veut dire que comment, avec quel instrument de mesure, une fois qu'on va rentrer dans la période de trêve, on pourra apprécier les déclarations, les actions des acteurs politiques et peut-être, je dirais, tirer des conclusions. Telle action est en contradiction avec les règles du Sénat, telle déclaration n'est pas en adéquation avec ce que les lois disent. Comment on veut faire? Pour les déclarations, nous avons un dispositif qui est clair. Soit les déclarations sont faites, d'accord, via l'électronique et les tests adéquats s'appliquent, d'accord, sans bien... alors même que le Sénat ne se prononcerait. Il y a des déclarations qui portent atteinte à l'intégrité du territoire, à l'unité nationale. D'accord? Ce n'est pas des infractions nouvelles. Hein. Ce ne sont pas des infractions nouvelles, sauf que
il ne faut pas poser des actes qui sapent, d'accord, les actions menées pour pouvoir créer un bien-être pour les Béninois. C'est aussi simple que ça. alors, mais la critique, oui. elle est à dire au contraire. Vous avez sans doute connaissance, pas forcément au Bénin, que dans d'autres démocraties, on a élu des présidents qui sont devenus, une fois dans la gestion du pouvoir, un bourreau pour le peuple. Voyez-vous. Et parfois, ce n'est pas la contestation que ce peuple arrive justement à gagner sa liberté. Vous voulez que je prononce? Oui. Vous voulez que je me prononce? Je dirais que vous êtes beaucoup plus partisan que moi. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est une boutade. Vous êtes en train de conforter la 9e législature dans ce qu'elle a fait. Non, je vous soumets Non, moi je vous dis, non, vous me posez une question, moi je vous donne les arguments qui viennent. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque le roi devient fou, d'accord, il y a les conseillers, il y a la cour, on sait ce qu'on fait dans le temps. Mais dans notre constitution aujourd'hui, il y a la folie et la folie. Quand le chef de l'État devient bourreau, comme vous êtes en train de dire, dans votre hypothèse, pour le peuple, il y a des dispositions qui sont prévues pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le Sénat est comme le gardien du temple, les sages, des gens qui, dans le passé, ont occupé des postes qui ont sécurisé le pays, des gens qui ont occupé des fonctions qui les ont mis sur un piédestal que le patriotisme et eux font d'eux. Ces gens-là, le mois venu, ils vont tempérer les choses. Alors, ils vont appeler les uns les autres pour pouvoir donner la direction qu'il faut. Nous sommes un pays béni. Vous savez, nous avons encore la chance que ceux qui étaient à l'origine de la Constitution, il y en a qui sont encore là. Ceux qui ont expérimenté, éprouvé la Constitution sont là. Nous, théoriciens et observateurs, nous sommes là. D'accord. Alors, maître, justement à ce niveau, les Béninois s'interrogent sur le fonctionnement du Sénat. Il y aura les anciens présidents. Les gens se disent, mais est-ce que véritablement le président aura la facilité, les coups franches pour agir véritablement? Si d'aventure, disons, le président qui est élu ne se met pas dans la même dynamique, change un peu sa politique, sa façon de gérer, et que ça ne plaît pas, par exemple, au président Patrice Talon, qui, de droit, est membre de ce Sénat-là, étant ancien président, est-ce qu'en leur sein, ils ne trouveront pas les moyens de le bloquer aussi à leur niveau? Qu'est-ce qui peut rassurer aujourd'hui de ce que le Sénat va véritablement propulser, disons, un bon fonctionnement de pouvoir étatique? Je ne préjuge pas du mauvais fonctionnement du Sénat. Je ne préjuge pas du mauvais fonctionnement. Ce sont des hommes qui vont siéger là-bas. Non, avec la faiblesse. Oui, comme la faiblesse a pu guider le groupe d'individus qui avaient pris le pouvoir et dans ce pays a fait ce qui a conduit au marxisme-léninisme, c'est ce qu'on a vu là avec les faiblesses. Je reconnais cette faiblesse-là. Mais cette fois-ci, il s'agit, comme je l'ai dit, des gens qui ont éprouvé la Constitution. Des gens qui n'ont plus intérêt à être partisans. Vous savez, quand on arrive presque au soir, je ne préjuge pas de leur durée de vie, on accède à autre chose qui dépasse l'esprit ordinaire des humains. Lorsqu'on accède à cet âge-là, ce qu'on recherche, on pense beaucoup à la postérité. On ne s'intéresse plus aux choses de ce bas monde. Vous pensez avec la politique, que restera-t-il quand je ne serai plus là? C'est ça le plus important. Qu'à cet âge-là, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'action ce sont des politique politicienne, ils ont des aspirations, ils ont des intérêts certainement. Vous savez, même si je suis mauvais, à 7, à 8, à 10, à 20, on ne peut pas se tromper. Des sages. Alors, aujourd'hui, on nous dit que le Sénat sera opposé au président Talon. Non, la question ne se pose pas en ces termes-là. Le président Talon ne sera pas président de la République. On ne sait même pas qui sera le président du Sénat. Parce qu'il y a une loi organique qui viendra définir les attributions et puis, comment dirais-je, le mode d'élection à l'intérieur du Sénat. On ne peut pas préjuger de comment
le Sénat sera dirigé pour l'instant. Attendons les tests qui vont réglementer cela. Alors, sur la préoccupation de Franck, notamment le fonctionnement du Sénat, que vous présentez comme étant le laboratoire des sages, sur le terrain de la rivalité politique, les acteurs de la mouvance ont traité un ancien président de ce pays comme étant un homme n'étant plus sage, parce qu'on est en politique, il faut se lancer des invectives. Alors, du coup, comme il devient membre de droit pour siéger au niveau du Sénat, il devient sage aujourd'hui. Je ne voudrais pas me prononcer sur des investives, comme vous l'avez dit. Non, je ne veux pas me prononcer sur ce genre de choses-là. Mais vous entendez quand même ces discours. Ouais, c'est critique, en tout cas, entre les acteurs politiques, à l'occasion des élections ou même... Lorsque vous n'avez plus un intérêt particulier à faire quelque chose, vous travaillez pour l'humanité. Vous ne pensez plus à vous-même. Vous vous détachez. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui peut opposer le président Yahya Boni au président Talon? Il n'y a plus de compétition. Et tous deux, anciens présidents, pour montrer la direction à la génération. Vous vous souvenez du temps de Kérékou, on avait parlé de la relève de qualité, n'est-ce pas? Ouais. Bon, on l'a raté. Mais aujourd'hui, maintenant, si le Sénat rate encore la possibilité d'être le guide, ce serait dommage. Voilà. Ce serait dommage. On va évoluer dans le débat, toujours par rapport à la révision constitutionnelle. Vous savez, au lendemain de cette révision, une tournée gouvernementale d'explication a été organisée. On vous a vu d'ailleurs sur le terrain aux côtés de la délégation. Dites-nous, quelle était la nécessité stratégique de cette tournée, alors que le bilan, disons, est déjà connu? Je vous remercie pour cette attention que vous portez à ma personne. Effectivement, j'étais à Sakété lorsque la délégation gouvernementale devrait s'exercer pour sensibiliser la population de la 21, de la commune de Sakété sur la révision et les tenants et les aboutissants. Je peux vous dire que pour avoir assisté, j'ai compris finalement que c'était très pertinent. C'était pertinent. Pour la petite histoire, il y a une dame qui a pris la parole après avoir écouté, qui s'est dit, mais messieurs, je suis d'accord, c'était sur le prolongement du mandat de 5 ans à 7 ans. De 5 ans à 7 ans, que vraiment, elle a beaucoup apprécié. Elle a qu'un seul regret, c'est de n'avoir pas amené directement le mandat à 10 ans. Maître. C'est pour vous dire que la population même est en avance sur ce que les députés ont fait. Mais les députés étaient frileux. Ont-ils pensé à ça? Je n'étais pas témoin. Mais le fait que la population, spontanément, pose cette question-là, voudrait dire que la population a bien compris et assimilé ce qui avait été fait. Et est même en avance. La population ou la dame, enfin. Mais elle représente par l'Assemblée béninois. Écoutez, est-ce que moi je suis là? Chacun donne son avis. C'est un baromètre. Elle n'est pas la seule personne. Non, je suis sûr que cette dame qui a parlé d'un certain âge n'est pas la seule. Je n'ai pas fait toutes les circonscriptions, je n'ai pas fait toutes les villes du Bénin. Mais j'ai été vraiment captivé par cette intervention de cette dame-là. Qui a non seulement. Ce qu'elle a dit vous arrange. En quoi est-ce que ça m'arrange? En quoi est-ce que porter à 10 ans ça m'arrange moi? Ça m'arrange. Moi, il n'y a pas. Ce qui m'arrange, c'est le Bénin. Au-dessus de tout ce qu'on dit là. Si le Bénin peut gagner dans ce qu'on fait, je suis preneur. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Je gagne quoi? Qu'on prolonge le mandat de 5 à 7 ans. Je peux m'en réjouir peut-être parce que ça permet, comment dirais-je, une stabilité. Voyez-vous, ça permet une stabilité dans l'occupation. Et puis, alors, on n'a pas des élections, ça vient trop cher. Lorsqu'on vous dit que les élections générales... C'est être pénible pour nos concitoyens c'est trop dur. Si on tombait sur un président inefficace. Non, les dispositions existent. Pour faire les 7 ans. Non, écoutez, ne vous attendez pas à ce que tous les présidents que nous allons élire sur efficaces sont partis talent. Qu'on soit dans la monotonie, qu'on soit dans la... Vous savez, talent, c'est autre chose. C'est un monsieur qui a un esprit au-dessus
du genre humain. Quand on dit ça, venant de quelqu'un qui peut avoir du recul comme moi, on peut dire que je suis en train de faire le culte de la personnalité. Mais parfois, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez eu des expériences personnelles avec Patrice Talon pour en venir à cette conclusion? Ça ne devrait pas être personnel. Ça se voit, c'est au grand jour. Ça se voit. Non, dites-nous. Ce qu'il a réalisé, ce qu'on a fait ensemble de 2016 à ce jour, au point où beaucoup de nos parents se disent, mais voilà, d'accord, il a fait tout ça. Mais s'il s'en va, qu'est-ce qui va se passer? Mais il a été élu pour ça, non? Oui, justement. Non, écoutez. Pourquoi vous pensez que, légalement, à l'aune de ces résultats, il faut, tel que vous le dites, le qualifier de quelqu'un qui a un esprit... Quand il disait que au bout d'un mandat, qu'on allait prendre en triomphe là, hein? On n'a pas attendu le mandat avant qu'il le prenne en triomphe. Je vais vous dire pourquoi. De 2016 à 2018, lorsque le président Talon a pris les rênes de ce pays et que son gouvernement a commencé à travailler en vue de faire le programme d'action du gouvernement. Et le jour où le gouvernement a présenté à la face du monde le programme d'action du gouvernement, moi je l'ai déjà pris en triomphe. J'attendais seulement la réalisation. Et quand j'ai vu la réalisation... Non, moi je n'étais pas partisan. C'est à part de moi que j'étais devenu partisan. D'accord. Il vous a convaincu. Il a convaincu le monde entier. Le Bénin dans la sous-région est un indicateur de développement. Aujourd'hui, je suis à d'une réunion hier soir quand une dame disait, quand la tête est pourrie, tout le corps suit. Lorsque vous avez la chance d'avoir à la tête de votre État des hommes aussi doués, je vais dire surdoués, hein, dans le respect de la chose publique, le respect de la chose publique, la dignité de l'être humain, on n'a pas envie de laisser partir. Alors, mais malheureusement, la loi. Tout à l'heure, malheureusement. Oui, je le dis. C'est un malheur? Oui, pour nous. Pour le Bénin. En quoi c'est un malheur, maître? Vous voulez que je dise quoi d'autre? Oui, dites-nous. Vous voulez mes sentiments? Nous sommes dans la zone franche. Moi, je le prends avec un sens de gravité. Hein, oui, non, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave. Hein? C'est très grave de penser... Écoutez, lorsque on est dans un royaume comme celui de l'Arabie Saoudite, exemple, on passe. On vient dans les Émirats. OK? On est très content. On est très heureux d'aller visiter ces choses-là. Et les villes, aller faire des courses et tout, dans ces pays, revenir avec des bagages, tout ça. Mais on ne s'est jamais soucié de savoir si le mode de gouvernance permet l'alternance au bout de 5-4 ans. On ne se préoccupe pas. On oublie que le fait d'avoir une stabilité avec des institutions bien fortes, d'accord, que cela permet d'avoir du progrès. Mais non, on se tourne vers ce qui se fait en France, où tous les 5 ans, 7 ans avant, alors ramener à 5 ans. On va faire plus. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous auriez souhaité, par exemple, que Patrice Talon poursuive enfin... Je ne suis pas le seul, si c'est ce que vous voulez savoir. Oui. Nous sommes nombreux. Mais répondez d'abord. Nous sommes nombreux à le penser. Nous sommes nombreux à le penser. Ah bon? Bien sûr. Nous sommes nombreux à le penser. Mais la loi ne le permet pas. Alors, puisque vous avez commencé par donner des exemples de témoignages que vous avez ou d'interventions qui ont retenu votre attention, est-ce que dans le lot, les populations que vous avez rencontrées, il y en a qui ont émis des préoccupations, des réserves, des limites par rapport à ce qui a été fait? Il y a beaucoup plus des interventions en vue de la compréhension. Le bien fondé de telles choses, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que, comme vous l'avez fait ici maintenant, sur la trêve par exemple, on dit, ah oui, on n'a pas compris, comment est-ce qu'on va empêcher les partis politiques? C'est ce que tout de suite, lorsque cette révision est intervenue, très vite, les détracteurs de la révision ont occupé l'espace et se sont mis à intoxiquer.
c'est peut-être ce que là où je vais vous surprendre. Vous pensez que, vous l'avez dit tout à l'heure, que les gens de la majorité n'aiment pas accepter ou bien s'empêchent même de dénoncer ce qui ne marche pas, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis, étant de la majorité présidentielle, j'ai eu à dénoncer le fait que, très vite, lorsque la révision a été votée, qu'il n'y ait pas mise en place de sachants, de spécialistes, pour pouvoir très vite prendre le relais et expliquer ce qui s'est passé. De sorte que la tournée était venue après que, dans une république comme la nôtre, des députés osent dire que leurs collègues auraient substitué les urnes. C'est très grave. Et laisser dire ça, c'est fait comme si il n'y a pas de test qui sanctionne les députés aussi. Mais ils étaient au Parlement, ils ont vécu, enfin ils disent ce qu'ils ont vécu, non? Qu'est-ce que vous faites dire que ce qu'ils disent là est vrai? Non, comment est-ce que non, moi je ne suis pas là. Vous avez entendu parler. Oui, vous n'étiez pas là, mais vous avez trouvé que c'est grave. Oui, c'est grave d'accuser. Parce que pour pouvoir accuser, il faut pouvoir donner les preuves. Honnêtement, hein, de ma position, j'ai trouvé désobligeant des propos du genre venant des députés de l'Assemblée nationale. Alors, à qui vous devez vous en prendre quand il y a un acte de cette envergure-là et que la majorité qui doit soutenir une telle action, vous ne préparez rien pour informer, vous ne préparez rien pour occuper le terrain. Depuis 2016, les gens ont fait le reproche au régime de ce qu'on ne communique pas bien, on ne saisit pas l'opportunité pour expliquer et tout. Cette fois-ci encore, l'erreur a été commise. À qui est-ce que vous devez vous en prendre finalement? Écoutez, et chacun à son niveau doit faire son bilan. Chacun à son niveau. Vous ne vous parlez pas quand vous êtes en séance, quand il est question de discuter un peu de la dynamique en cours? De vous à moi. Est-ce qu'il est possible, me connaissant, que j'ai une opinion contraire à celle de mes collègues, que je ne puisse pas l'exprimer et la défendre? Ils en font on quoi? Le fait. Ils en font quoi? Mais non, c'est pas ils. Nous sommes ensemble. Dans un groupe, on ne peut pas distinguer des pour et des contre. Nous formons un seul élément compact. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur ses collègues, ça ne se fait pas. Alors, pour terminer sur la campagne d'explication, est-ce que vous avez eu finalement l'impression que les préoccupations des populations ont été satisfaites, que les populations ont compris maintenant le bien fondé de cette révision? Je crois que, en partie, cela est fait. Mais cela doit continuer avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conseillers départementaux du Conseil économique et social. Ils doivent pouvoir prendre le relais et aller dans la base pour pouvoir approfondir encore avec les élus locaux, dans les quartiers, dans les arrondissements. Ils vont continuer à faire le travail. Allez, Eric, on va parler maintenant des positionnements, de la préparation des élections communales et législatives. On va rester, si vous voulez bien, dans la 21e circonscription électorale. Absolument. Pourquoi spécialement la 21e? Ah, mais puisque vous êtes un acteur politique de cette circonscription électorale, vous maître pouvez mieux apprécier Bastien Salami. Vous voulez qu'on aille à la 8e? N'importe. Bon, non, on va rester dans la 21e. Non, de la 21e qui est, ma circonscription. Il y a eu des grincements dedans, des frustrations? Non, pas du tout. Des mécontents? Non. On a contenté tout le monde? Comme sur des chapeaux de roue. On n'a pas vu votre nom sur la liste. On ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde. Si vous voulez que je parle de moi d'abord, je vous le dirai. Je suis quelqu'un qui préfère faire partie d'un staff qui gagne que d'une équipe qui perd. Lorsque vous allez à une compétition, d'accord, et que on doit mettre en place une équipe pour affronter l'adversaire, vous vous précipitez pour dire je vais affronter, je reste dans l'équipe à affronter. Ok? Vous ne pesez pas les forces
et faiblesses de l'adversaire. Et vous construisez une équipe qui, lamentablement, échoue. Ça, c'est de la prévision, ça. Mais si vous voyez de très près les choses et que vous êtes réaliste et que vous cherchez que votre équipe gagne, vous ne cherchez pas à monter sur le ring ou sur la pelouse. Vous restez dans le staff et vous donnez des orientations. C'est ce qui me concerne, c'est ça. C'est l'option que vous avez faite. C'est ce qu'on a fait. Et je n'ai pas été le seul. Le ministre de l'enseignement primaire, Salman Karim, qui est député sortant, n'est pas aligné. N'est-ce pas? Et vous allez voir, ça ne va pas être une surprise aujourd'hui parce que... Est-ce que ce n'est pas un argument forcé que vous cherchez pour dire peut-être qu'on a fait je dis l'option pourquoi. de vous écarter? Non, la promotion des jeunes. Comme on a vu, c'est pas la dans la première fois. 8e circonscription, les élus ont déclaré qu'ils ont préféré justement laisser la place aux jeunes. On parle que de la 21e. Je vous dis ce qui s'est passé la 21e. Oui, on revient à la 21e. Ceci dit, si vous voyez l'équipe qui a été mise en place aujourd'hui, vous comprendrez que je suis le plus heureux au monde. Parce que depuis deux législatures, c'est l'UPR qui nous fait la mise. Qui vous dame l'opinion. Puisque, bon, de toute façon, j'étais inéligible, j'étais à la HAC, donc je ne pouvais pas postuler. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons amené une équipe très dynamique. Très dynamique. Vous êtes un défenseur de la gouvernance de Patrice Talon, ça se voit si bien en tout cas avec vos démonstrations. Est-ce que vous pensez qu'au-delà des grandes actions dont vous avez évoqué déjà un peu ici dans cette émission, il y a des actions qu'on peut mettre sur le compte qui ne sont pas du tout perceptibles? Je crois que nous sommes le moment le plus important de ce débat. Et je vous remercie pour la perspicacité dont vous faites preuve parce que le tout n'est pas de réaliser les choses visibles, mais encore que cela puisse impacter les populations sans qu'on le sache pourquoi. La première des choses que moi je peux vous dire, lorsque on se parle entre nous, en famille, dans les rassemblements et tout, oh, mais tu sais dans quelle république tu es? Dans la tête de tous les Béninois, on fait attention. Pas seulement à ce qu'on dit, mais à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à ce qu'on consomme, à qui on fréquente. La dignité du Béninois est rétablie. Lorsque, par rapport à la chose publique aujourd'hui, on n'a pas le même comportement. Lorsque les équipements qui embellissent ou qui facilitent la vie aux populations sont endommagés par un camion ou machin, aujourd'hui, on y prête beaucoup attention. Écoutez, aujourd'hui, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, dans l'enseignement aujourd'hui, faites un retour en arrière et observez qui était enseignant dans le collège. Dans les collèges, c'était des actions qui ont été posées par ce gouvernement-là. Et je peux démultiplier ça. Il n'y a pas de domaine aujourd'hui où on ne ressent c'est-à-dire les retombées. On ressent les retombées sans savoir que c'est parce que telle action a été posée par le gouvernement. Mais si l'état d'esprit des Béninois autant été transformé comme vous le dites, comment Patrice Talon s'y est pris à votre avis? Comment on en est arrivé là? Il faut être un bon guide. Les Yoruba disent ça voudrait dire littéralement les chevaux qui sont derrière suivent celui qui est le devant. Lorsque votre devancier, lorsque votre modèle, parce que le chef d'État doit être un modèle, lorsque votre modèle est exemplaire, on s'assimile. Voyez-vous? Mais il a voulu transformer le Bénin, mais en réalité, il est en train de transformer les mentalités. C'est pas perceptible. Il est venu transformer le Bénin, d'accord, amener du mieux-être aux Béninois, le vivre ensemble, hein, avec des facilités d'aller venir. Toutes ces actions qui ont été posées aujourd'hui ne font que donner du grain à moudre à la majorité. Je suis à l'aise de pouvoir défendre ce bilan-là. C'est vrai, chaque ministre
viendra sectoriellement. Mais sur le plan global, nous avons un devoir, vous et moi, nous avons un devoir de faire sentir que, par exemple, tu peux aller à un concours aujourd'hui, tu connais personne, tu veux devenir magistrat, tu peux être douanier sans faire les coulisses, tu peux, ainsi de suite. Il n'y a pas de domaine mais au même moment, les gens présentent Patrice Talon comme quelqu'un qui supprime les emplois, quelqu'un qui... C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je vous dis la réalité de ce qui se dit. C'est dommage. Des gens, enfin, Patrice Talon, trop sévère, il envoie des gens en prison, ainsi de suite. Beaucoup de critiques sont également faites à Patrice Talon. Lorsque je vous dis que nous avons des choses non perceptibles qui sont induites des actions posées. Quand on envoie les gens en prison, ce ne sont pas des gens innocents dans leur maison qu'on va chercher de force, on va les... Non. Vous travaillez depuis des années ici. Combien de fois vous avez reçu une convocation pour aller vous expliquer? C'est pas bien de faire le lit de ces commentaires désastreux pour notre propre pays. Moi, je veux pas m'étendre là-dessus. Vous savez de quoi je parle. Mais ces changements de mentalité, maître... C'est progressif. Sont-ils, je dirais, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est juste lié à la personne de Patrice Talon? D'un homme fort. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la mise en place d'un système fort tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui est bon. C'est-à-dire, on fait en sorte que tout ce qui peut faciliter le dégringolage, on essaie de l'éviter. Et on invente, et on avance, et on construit chaque jour la République dans l'idée d'avoir une nation forte. Demain, qu'est-ce que vous réservez, enfin, quelle assurance nous donne demain que, bon, nous allons rester dans la même dynamique que ce que fait Patrice Talon? On n'a pas le choix. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'emploi. Aujourd'hui, la loi sur l'embauche, contrairement à ce que l'on pense, permet la durabilité, la stabilité des emplois. Au-delà de ce que fait le programme PSIE là, il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir avoir des employés très compétents, d'accord, et qu'on ne saurait laisser partir lorsqu'ils présentent des gages de compétences. Mais avant, on sait ce qui se passe. Lorsque vous avez le contrat de travail, vous n'avez plus à cœur de rendre votre employeur fier de vous. Vous, de toute façon, gérez la main d'œuvre. Cette émission, Inch'Allah. Vraiment, je vous félicite pour ce que vous faites là. Je me rends compte que notre République évolue. Les députés de la 9e mandature là, viennent de célébrer la démocratie en faisant en sorte que l'édifice qui est commun à nous tous, la Constitution, puisse vivre et ne pas être moribonde. Voyez-vous? Et je dis dans la foulée que ce n'est pas achevé. Cette construction n'est pas achevée, c'est une construction successive. On va continuer à améliorer les choses, à tendre vers la perfection. Ceci dit, il faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait et regretter que très rapidement, on ait laissé place à l'intoxication, et que nous avons le devoir, ensemble, vous et moi, de rétablir la vérité et permettre au corps social de comprendre ce qui a été fait le 15 novembre dernier, qui est vraiment une date historique. Voilà. Il est acteur politique de la 21e circonscription électorale, membre du Bloc républicain, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Maître Bastien Salami était notre invité sur Zone Franche de ce dimanche, un débat que j'ai eu le plaisir d'animer avec Éric Guédenon et la complicité technique de toute une équipe conduite par Augustin Vidécon, que je remercie au passage. Mesdames et messieurs, merci à vous également pour votre fidélité. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir. Je